Bonjour à tous, donc dans cette vidéo en fait on va parler de contrôle d'accès en Spring Boot. Donc Spring Boot c'est la technologie qu'on va utiliser pour illustrer notre programmation côté serveur. C'est sûr que les principes de contrôle d'accès peuvent s'appliquer à d'autres technologies de serveur également. Donc on a une petite application en fait qui va nous servir à faire notre démonstration. C'est une application où en fait on a un... En fait l'utilisateur va commencer par s'inscrire. Donc ici on a un point d'entrée qui est un web service pour l'inscription. Donc il va envoyer une requête d'inscription ou de connexion. En fait, c'est les mêmes informations, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc on va aller regarder justement la connexion request ou inscription request. Donc nom d'utilisateur et mot de passe. Donc quand il s'inscrit, en fait, il est automatiquement connecté et il peut aussi se connecter indépendamment si jamais il a besoin juste de se connecter, même si son compte a déjà été créé avant. Les autres possibilités qu'on donne à l'utilisateur à cet endroit-là, ça va être de créer un quiz, donc qui va en fait donner un nom à un quiz qui va être créé dans son compte. Donc si on va regarder créer quiz request ici, c'est bien le nom du quiz et le nom de l'utilisateur pour savoir à qui ce quiz-là appartient. Ensuite, on va pouvoir ajouter une question dans un quiz. Donc si jamais vous regardez ajouter question, ça vous donne la question et l'identifiant du quiz dans lequel on va aller le rajouter. Et puis, on a également la possibilité de modifier un quiz, en donnant, modifier une question, en donnant l'identifiant de la question et en donnant le nouveau texte qu'il va falloir y rattacher. Alors ensuite, au niveau des accès aux données, on a un quiz détail qui va être toutes les informations du quiz, qui étant en fait quiz résumé. Donc quiz résumé, c'est l'ID du quiz, son nom, le nombre de questions, et puis si jamais on va dans le détail, on a la liste de tous les énoncés des questions qui sont rajoutés. Donc on va aller regarder un petit peu comment ça marche ici. Alors on va utiliser Postman pour pouvoir construire en fait nos différentes requêtes et envoyer nos différentes requêtes. Donc ici on a utilisé Postman, on va aller sur notre serveur qui est en cours d'exécution, donc là on va le démarrer. Donc pour démarrer notre serveur, on va aller dans Application Serveur ici, et puis on va démarrer le main de notre serveur. Et ici on va lui envoyer une requête d'inscription. Donc au niveau du Postman, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va lui envoyer un corps de requête qui est du texte en format JSON, et on l'envoie ici le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc on va créer un utilisateur qui s'appelle Robert avec comme mot de passe super mot de passe. Donc si j'envoie une première requête, ça crée le compte. Si j'envoie une deuxième requête, en fait il va me dire mauvais identifiant parce qu'en fait il y a déjà un compte qui utilise ce nom-là. Donc si on vient ici et qu'on tape le home pour Robert, on voit qu'il n'y a absolument aucun objet pour l'instant. Donc on va aller créer un quiz pour Robert. Donc là de la même manière au niveau du quiz, ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer le nom du quiz et le nom de l'utilisateur auquel il faut le rattacher. Donc là on voit qu'il a été créé, il n'y a pas eu de message d'erreur. On va retourner ici pour regarder si notre quiz est créé. Donc là encore une fois c'est la liste des quiz et on voit que le quiz s'est rajouté à cet endroit-là. Donc on va passer à l'ajout d'une question. Ici, encore une fois, on a le body, donc là on a la question qu'on veut rajouter et l'ID du quiz. Donc on va dire ma super question tout court, send. Donc si on revient à l'écran qui contient la liste ici, on voit qu'il y a une question qui s'est rajoutée. Et si on va chercher le détail du quiz avec l'ID 2 qu'on voit ici, ici on a l'ID du quiz, on va aller chercher API/détail 2. On va avoir l'intégralité de l'information, donc ici c'est un quiz détail avec l'ID, le nom, le nombre de questions et la question. On va vérifier maintenant qu'on est capable de modifier un intitulé. Donc là par exemple on va dire qu'on va aller chercher la question dont l'ID est 3. Alors comment on peut connaître en fait les ID des questions? D'abord on pourrait deviner, on pourrait essayer 1, 2, 3, etc. Mais on a aussi la console sur notre serveur ici. Donc si vous tapez h2-console, donc notre serveur utilise la base de données H2 qui vient avec une console qui permet de regarder ce qu'il y a dans la BD. Donc si on va dans les questions ici et qu'on fait run,
on voit ma super question dont l'ID est 3. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'ici, on va être capable de dire, si je veux modifier la question 3, test modification. Send. Donc si on va re-regarder le détail de la question 2 ici, on voit que la question a été modifiée. Donc ce qu'on vient de voir en fait, c'est le mode de fonctionnement. Donc on vient de valider en fait que notre application fonctionne. Elle nous permet de créer des comptes, elle nous permet de créer des quiz, elle nous permet de créer des questions, et elle nous permet aussi de les modifier une fois qu'elles ont été créées. Maintenant la question du contrôle d'accès, c'est jusqu'à quel point uniquement l'utilisateur qui devrait y avoir accès y a accès. Et là pour l'instant, en fait, absolument n'importe qui peut aller chercher par exemple les quiz de Robert. Donc si jamais je prends cette URL là, et que je l'envoie à quelqu'un d'autre, donc par exemple il est sur un navigateur, tout le monde peut voir cette information-là, il n'y a absolument aucun contrôle. J'ai pas eu besoin de me loguer sur ce navigateur-là, j'ai pas eu besoin d'envoyer de requête pour dire que j'étais tel utilisateur. Donc en ce moment, toutes les informations de Robert sont complètement accessibles à n'importe qui. Tout le monde peut envoyer des requêtes en son nom, modifier ses objets, accéder à ces objets. Donc en fait, on n'a absolument aucun contrôle d'accès. Alors évidemment, il faudrait déclarer au départ quel est le contrôle d'accès auquel on s'attend. Nous, on va dire pour notre application qu'on veut que uniquement Robert ait accès à ces informations et uniquement Robert soit capable de les modifier. En ce moment, n'importe qui peut le faire. Donc en ce moment, il n'y a absolument aucun contrôle d'accès, tout est possible pour n'importe qui. La première mise en place qu'on va faire par rapport à ça, c'est de mettre en place Spring Security. Donc on va revenir sur notre code ici. Alors au niveau du repository qu'on vous a fourni, ici on est sur la branche OpenBar, donc ça veut dire que tout est disponible pour n'importe quel utilisateur. Et on va aller sur Spring Security basique, et on va aller regarder ce qui a été changé. Donc, alors, la première chose qu'on va voir, c'est qu'en fait, on a mis en place la librairie Spring Security. Donc ça, c'est celle qui va s'assurer que les gens ne peuvent pas avoir accès à n'importe quelle URL. Ensuite, on va aller regarder configuration sécurité, et ce que ça nous dit, ce fichier-là. Donc le fichier ici, donc là il est en train de se rendre compte que j'ai modifié le code. Donc ce que nous dit en fait la configuration de sécurité qu'on a ici au niveau de Spring Security, c'est que vous allez avoir ces URL-là où on permet tous les accès, mais toutes les URL qui vont être en /API /étoile et qui ne sont pas dans ID vont nécessiter que l'utilisateur soit authentifié. Donc ça veut dire qu'il est rentré un login et un mot de passe à un moment donné. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est qu'au niveau de notre web quiz service, comme toutes nos URL sont /API quelque chose, pas /API /ID quelque chose, tous ces appels-là vont être maintenant sécurisés. Donc, si jamais on redémarre notre serveur ici, alors on va voir par exemple que si jamais on essaye d'aller sur le /home, alors le /home a changé aussi parce qu'à partir du moment où on a mis en place Spring Security, on a aussi accès à l'utilisateur courant qui est dans le contexte de sécurité qui est rattaché à la session de travail de l'utilisateur. Donc on n'a plus besoin de mettre le /Robert pour avoir le nom de l'utilisateur actuel. Donc là on voit ici ce à quoi on peut s'attendre quand on va envoyer une requête qui est interdite. On va avoir une erreur 403 qui nous dit forbidden /API home. Donc ça c'est Spring Security qui a intercepté la requête et qui a dit t'as pas le droit de faire ce que tu es en train d'essayer de faire à cet endroit-là. Donc on va regarder maintenant si ça fonctionne toujours, et puis si oui, qu'est-ce qu'on a à changer. Donc là je vais essayer, donc à chaque fois que je redémarre mon serveur, la base de données se remet à 0. Donc là je viens de créer Robert, et maintenant je suis logué. Alors comment on sait qu'on est logué en fait? On a ce cookie-là en fait, qui a été mis en place par le serveur, et qui correspond à une session authentifiée. Donc à partir du moment où on envoie ce cookie-là à chaque requête, le serveur va savoir qu'on est la personne qui s'est inscrite au moment de cette requête-là. Donc si vous allez ici au niveau de localhost, vous voyez que le cookie est toujours là. Ce que ça veut dire, c'est que quand on envoie la requête maintenant, il sait quel utilisateur on est, il sait qu'on est Robert.
Donc maintenant, on va aller créer un objet ici. Donc on va envoyer notre requête. Et on va aller regarder si le quiz a été créé. On voit que le quiz a été créé. On va aussi aller regarder jusqu'à quel point on est capable de créer des questions dans le quiz. Donc là, l'ID du quiz est bien 2. Donc quand je veux rajouter une question, je vais rajouter ma super question dans le quiz dont l'ID est 2. Et si je reviens à mon détail ici, je vois qu'il y a une question. Donc je vais être capable maintenant de rajouter une question, de modifier ma question éventuellement. Et puis de regarder le détail. Oups, là j'en ai 2. Donc là je vois ma super question qui a été créée, j'en ai une. Et puis je vais vérifier que je suis toujours capable de la modifier en faisant test modification. Donc je viens de me rendre compte en fait qu'à partir du moment où j'ai été authentifié, je pouvais y avoir accès. Ce qu'on va regarder, c'est ce qui se passe si jamais j'enlève le cookie. Donc là, vous voyez que j'ai des cookies, je vais les enlever. Et si j'envoie une requête maintenant, on voit que j'ai encore une fois une erreur 403. Donc, seule la personne qui a réussi à faire son inscription peut envoyer ces différentes requêtes sans se faire dire 403. Donc là, par exemple, si jamais je reviens ici, alors c'est plus un sign up que je vais faire, c'est un sign in. Parce que je suis déjà inscrit. Donc là, je suis réauthentifié. Et si jamais j'envoie ma requête, cette fois-ci, elle va refonctionner. Donc tant que je ne suis pas authentifié, il me dit non. Et dès que je suis authentifié, il me dit oui. Cependant, il y a toujours un problème. Donc là, on va essayer de regarder ce que c'est que ce problème. On voit ici qu'on est sur le /home de Robert. On va essayer de regarder si un autre utilisateur pourrait, tout en s'authentifiant, casser les données de Robert. Donc ici, on va dire que je suis maintenant l'utilisateur pirate. Donc j'ai le droit de me créer un compte. Donc, je me crée un compte, et à partir de maintenant, je suis authentifié en tant que pirate. Alors si je viens sur le /home, et que j'envoie une requête, on se rend compte que j'ai aucun quiz, parce que effectivement, pour l'instant, cet utilisateur-là n'a jamais fait aucun quiz. La question, c'est est-ce qu'il est capable de créer un quiz à la place de Robert? Alors là, on pourrait essayer d'envoyer un quiz qui s'appellerait par exemple test quiz très inapproprié qui fera du tort à Robert. Et on s'entend, en ce moment, je suis pirate, je suis pas Robert. Donc je vais essayer d'envoyer ça et regarder ce qui se passe. Apparemment, ça a eu l'air de marcher. Si jamais je viens ici et que je vais dans mon home avec ma liste de quiz, on voit qu'il n'y a absolument aucune information qui a été rentrée. Mais si jamais je reviens ici et que je redeviens Robert, donc je suis Robert maintenant, je reviens ici, je lance ma requête, et je vois que le pirate, en fait, simplement en envoyant une requête, a été capable de créer un quiz dans mon compte avec une chaîne de caractères qui va potentiellement me mettre dans le trouble. Alors ça vient d'où? Ça vient principalement du fait qu'on s'est fié à cette information ici pour savoir quelle est la personne qui est en train d'interagir avec le système. Donc si vous regardez en fait au niveau du web service quiz, quand on prend la ajouter quiz, créer un quiz ici, on prend la requête du quiz, mais à aucun moment on ne prend l'utilisateur actuel en considération. Donc quand on va dans créer quiz ici au niveau de notre code, on considère que l'utilisateur qui est en train d'interagir avec le système, c'est celui qui vient du nom dans la requête. Donc en gros, on sait très bien que l'utilisateur est quelqu'un qui a été logué, mais on fait confiance à cette information-là sur qui est en train d'interagir avec le système, alors qu'on ne devrait pas. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on est en train de voir. On a limité les accès à des gens qui étaient authentifiés, mais ça ne suffit pas pour s'assurer que seules les personnes qui ont le droit vont écrire aux bons endroits. Donc on va rechanger de version du code, encore une fois ici. Et maintenant, on va passer à Spring Security Auth. Alors on va arrêter notre code. Et ça va nous permettre de voir la solution qu'on a apportée à notre premier problème, ici. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que maintenant, sur Créer Quiz,
on prend effectivement la requête qui a été demandée, mais on va aussi aller chercher l'utilisateur actuel. Donc l'utilisateur actuel, c'est une méthode qu'on va trouver en bas ici. Donc vous avez Spring Security qui vous fournit un Security Context Holder. En gros, ce que fait ce truc-là, c'est utiliser le cookie actuel d'authentification pour extraire quelle est la personne qui s'est connectée. Donc ça vient pas, on n'a pas besoin de faire confiance à la classe qui a été, aux informations qui ont été envoyées. Ce à quoi on fait confiance, c'est aux cookies d'authentification qu'on a nous-mêmes émis et qu'on a nous-mêmes remis à l'utilisateur. Donc cet utilisateur-là, il est fiable. Il est fiable pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être imité ou remplacé par la personne qui envoie la requête. Donc quand je vais recevoir ma requête de pirate qui essaye de se faire passer pour Robert, celui-là, ça sera toujours pirate. Pirate ne peut pas le remplacer parce qu'il faudrait qu'il soit capable de connaître le mot de passe de Robert pour pouvoir s'authentifier à sa place. Mais là, c'était pas ça l'attaque qu'on avait, c'était juste quelqu'un qui disait bah oui, je suis Robert, et on le croyait sur ce qu'il nous annonçait. Donc cet utilisateur-là, il est identifié et authentifié, c'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on soit capable d'avoir son information vient du fait qu'il a l'information d'authentification dans sa session. Donc en faisant ça, au niveau du créer quiz ici maintenant, au lieu de regarder, en fait, au lieu de rattacher le quiz à l'utilisateur d'avant, donc celui qui a été déclaré dans la classe, on le rattache à celui qui nous a été passé en paramètre ici. Et ça résout notre problème. Donc on va relancer notre application, vérifier que Pirate ne peut plus faire son attaque initiale, et regarder si on a finalement résolu tous les problèmes. Donc là, on va essayer de se reconnecter en tant que Robert. Donc voilà, là on est connecté. On va se créer un premier quiz en tant que Robert. Allez regarder ce qui se passe au niveau de notre quiz. Donc là on voit qu'on a bien notre test quiz qu'on vient juste de créer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de se faire notre compte de pirate. Et on va essayer d'aller regarder si je peux créer des choses dans les quiz de Robert. Donc là j'ai bien laissé Robert. On va mettre le test quiz inapproprié, on l'envoie, et on va regarder est-ce qu'il a été créé dans mon compte. Et là vous voyez que le quiz a été créé dans le compte du pirate. Donc on n'a pas fait confiance à cette information-là. En fait on la lit même plus, on n'a plus besoin d'avoir ce truc-là, on va juste utiliser la session d'authentification. Si jamais maintenant on retourne dans Robert, et qu'on va chercher la liste des quiz de Robert, on voit bien qu'il a son quiz et uniquement son quiz, son quiz et uniquement son quiz, et pas un quiz qui a été rajouté par une personne externe. Donc on a réussi à résoudre deux problèmes à date, celui qui est absolument aucune authentification, ou celui qu'on fasse trop confiance à l'information qui est envoyée au niveau de qui est l'utilisateur qui nous parle. Donc en règle générale, ne jamais croire l'information qui est envoyée par l'utilisateur, mais utiliser la session d'authentification pour savoir quelle est la personne qui nous parle en ce moment. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que donc on a créé notre quiz. Cette fois-ci, on va essayer de se faire passer pour pirate. Voilà. Et alors, donc nous, on a notre quiz. On sait que notre quiz a l'ID 4. On va imaginer que le quiz de quelqu'un d'autre est de l'ID 2, et on va essayer de regarder si on arrive à rajouter une question dans le quiz de quelqu'un d'autre. J'envoie ça. Ça a eu l'air de marcher. Donc je vais essayer d'aller regarder si ça a rajouté une question dans mon quiz à moi. Alors vous voyez que mon quiz à moi est resté inchangé, c'est normal, c'est l'ID 4. Maintenant on va aller regarder si par contre le quiz de Robert a été modifié. Effectivement, le quiz de Robert a été modifié, et si jamais on va aller regarder son quiz 2, on va voir que j'ai été capable de rajouter une question dedans. Donc là, la question c'est pourquoi j'ai été capable finalement de rajouter une question dans le quiz de quelqu'un qui n'est pas moi. Et on va aller regarder comment ça s'est passé. Donc au niveau de Web Service Quiz, on a notre ajouter question ici. On a notre
ajouter question request ici et qui est ensuite envoyé à cet endroit-là. Donc encore une fois, on prend la requête, il y a le quiz ID ici, on prend ce quiz ID, on va chercher le quiz, on fait la question, on la rajoute dedans. À aucun moment, en fait, on a vérifié que la personne qui était en train de nous écrire était la propriétaire de ce quiz-là. Donc ce qui manque à cet endroit-là, c'est que ce quiz-là, c'est intéressant de l'avoir, mais la question c'est, est-ce qu'il est bien à l'utilisateur qui est en train de me parler? Et pour l'instant, on n'a pas de vérification de ce niveau-là. Donc c'est là que ça va nous amener à notre troisième branche. Ici. Donc on va arrêter notre code. Première chose qu'on va vérifier, c'est que notre attaque n'est plus possible. Donc on va repasser en sign up ici. Donc Robert vient de créer son premier quiz, son compte. Il va créer son premier quiz. Donc là, on a un quiz auquel sera attaché avec l'ID 2. Si jamais on vient ici, on voit qu'on a 0 question. Maintenant, je vais me connecter en tant que pirate. Alors, si je regarde, moi, j'ai pas de quiz actuellement, mais je vais quand même essayer d'aller créer une question dans un quiz 2 à la place de Robert. Et ici, maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a un illegal access exception. Donc, on va aller regarder où est-ce que ça se trouve, ce truc-là, au niveau de l'ajout de la question. Donc, ce qu'on a ici, en fait, c'est qu'au niveau de l'ajout de la question, eh ben, on a ajouté un « Est-ce que l'utilisateur actuel est bien l'auteur du quiz ?» Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à peu près toutes les méthodes ont besoin d'avoir la requête, mais également l'utilisateur actuel, pour pouvoir tester si la personne actuelle a bien les droits de faire l'opération qu'on est en train de demander. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une méthode qui est relativement simple, qui s'appelle « et-auteur ». Donc, est-ce que c'est lui qui l'a créé, qui va aller regarder si c'est le cas, et si c'est pas le cas, ben, on va simplement lancer une exception. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que lui, il n'a pas le droit de changer cette question-là. Par contre, si jamais je me reconnecte en tant que Robert, cette fois-ci, l'opération va pouvoir se faire. Et si jamais je reviens à l'accueil, je vais voir mon quiz avec ma question. Donc c'est pas mal la dernière étape. On va se retrouver à avoir la nécessité de tester si on est bien le propriétaire. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Ici, on a fait une méthode spécifique pour regarder si Robert est l'utilisateur. Alors cette méthode, elle a nécessité du code. Elle a nécessité un petit peu plus de travail. C'est sûr que le système fonctionnait déjà pour les utilisateurs courants, mais elle est nécessaire pour s'assurer qu'on contrôle bien l'accès, au sens où il n'y a pas d'utilisateur méchant qui peut y accéder. Par exemple, ici, il a fallu créer une nouvelle question pour une nouvelle méthode en base de données pour aller vérifier que cette question-là appartenait bien, enfin que le quiz auquel appartenait cette question-là était bien celui de l'utilisateur. Donc ça peut être fait sous la forme de ce type de méthode. Est-ce qu'on est actuellement l'auteur? Ça peut aussi être fait autrement si jamais votre modèle de données s'y prête. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que pour aller chercher le détail d'un quiz, j'ai pris tous les quiz de l'auteur et j'ai filtré pour voir si j'en trouvais un qui avait le même ID. Puis si j'en avais pas, bah, j'en trouvais pas et du coup ça lançait une exception. Donc il y a plusieurs manières de s'assurer en fait finalement que c'est bien cet objet appartient à cet utilisateur. Tant qu'on a une manière qui permet de le faire et qui échoue pour quelqu'un qui n'est pas le bon utilisateur et qui marche pour quelqu'un qui est le bon, bah c'est correct, il suffit juste de trouver une manière qui convient pour le cas d'utilisation. Alors, le dernier truc dont on veut parler ici, c'est la possibilité que ces deux méthodes-là soient beaucoup plus complexes. Imaginons que vous êtes dans le cas où vous faites quelque chose comme par exemple Google Drive. Google Drive, pour savoir si vous avez le droit de modifier, écrire ou lire un document, vous allez avoir plusieurs permissions. Vous allez avoir sans doute des permissions aussi pour changer les permissions. Donc ça, en général, c'est les permissions de l'admin.
ou du propriétaire du fichier, le propriétaire du fichier a le droit de changer ses permissions. Les autres peuvent avoir le droit de l'éditer, mais ils n'ont pas le droit de rajouter des permissions à d'autres personnes. Donc ça se peut qu'ici, au lieu d'avoir 2 méthodes et auteur, vous ayez besoin d'avoir plusieurs méthodes, comme par exemple peut lire, peut écrire, peut modifier les permissions, et que vous ayez besoin de les appeler à différents endroits au niveau de votre code. Ce que vous allez avoir dans ces cas-là, c'est que vous avez une logique de contrôle d'accès qui est plus élaborée que celle qu'on a dans notre application ici, mais qui nécessite quand même d'être implémentée pour vous assurer que, en aucun cas, vous avez un utilisateur qui va avoir accès à des informations auxquelles vous ne pensez pas. Alors pourquoi c'est important tout ça? D'abord parce que quand vous allez avoir complété votre application, ça prend déjà beaucoup de travail, vous allez sans doute être déjà très content. Et vous aurez peut-être plus d'énergie pour faire le contrôle d'accès. Donc si vous n'êtes pas sensibilisé à ça, hein, on s'entend, le système marchait dès la première étape, vous allez vous retrouver avec un système qui fonctionne pour les gens gentils, mais qui est aussi extrêmement exposé. Alors l'autre élément aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que la plupart des services, des systèmes, quand ils commencent à être mis en place, sont utilisés par très peu de personnes. S'il y a très peu de personnes, il y a très peu d'intérêt à aller les embêter ou à mettre en place des attaques sur un site pour essayer par exemple de se procurer des informations auxquelles on ne devrait pas avoir accès. Donc tant que vous n'avez pas beaucoup d'utilisateurs, il y a peu de gens qui vont s'intéresser à votre système et essayer de trouver des failles. Cependant, si jamais vous commencez à avoir beaucoup d'utilisateurs et que quelqu'un trouve une faille, ça va être particulièrement complexe de vous assurer que les données, vous êtes capable de les remettre dans un état correct. Si jamais quelqu'un arrive à créer une question ou un quiz par des moyens détournés, vous avez très très peu de moyens au niveau de la base de données, en fait aucun pour l'instant, pour arriver à faire la distinction entre une création de quiz légitime et une création de quiz illégitime. Donc dès que la personne a eu accès à votre base de données, vous avez comme perdu la bataille. Et si vous avez eu quelqu'un qui a eu accès à la base de données de l'extérieur, hein, on s'entend là, c'est même pas en rentrant dans le système, sur des millions d'entrées, ça veut dire que vous avez comme plus ou moins une base de données qui vaut presque plus rien. Vous allez devoir demander à vos utilisateurs de faire le tri entre les objets qui ont été correctement créés et ceux qui ont été créés par quelqu'un de mal intentionné. Et la plupart des utilisateurs vont pas être d'accord ou pas contents du tout, en tout cas si jamais vous commencez à leur demander ce genre de choses. Et alors, le dernier élément qui est vraiment vraiment très très important par rapport au contrôle d'accès, c'est que c'est une erreur de programmeur débutant très fréquente. Pourquoi très fréquente? En fait, c'est relativement simple. C'est pas mécanique. C'est-à-dire que si jamais vous devez, par exemple, activer HTTPS ou encrypter certains champs, c'est relativement standard. Ça dépend pas vraiment de la logique de votre application. Il n'y a pas forcément besoin d'y réfléchir. Vous mettez les choses en place. À partir du moment où ça fonctionne, vous avez copié-collé un petit morceau de Stack Overflow, ça fonctionne et c'est réglé. Le problème du contrôle d'accès, c'est que ça fait souvent partie intégrante de la logique de l'application, mais qu'on essaye d'avoir quelque chose qui marche le plus vite possible, et qu'une fois que ça marche, votre client va vous dire travaille plus dessus, passe à autre chose pour que ça fasse en sorte que ça marche. Donc vous aurez aussi parfois tendance à ne pas y penser, parce que ça n'a pas de valeur ajoutée pour le client initialement, et également parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire ou qu'on apprend au début. Donc c'est une des erreurs de sécurité les plus courantes chez les programmeurs débutants.